Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, elle s'appelle Justine de France. Eh bien, elle ne pouvait pas rêver de meilleur patronyme. Cette enseignante d'histoire et géographie remixe sa matière de prédilection sur YouTube. La prof, c'est notre influenceuse à suivre. C'est une influenceuse dans le monde de l'art, c'est Jeanne Dreyfus. Hello Jeanne. Hello. Tu as une idée derrière la tech, ça évidemment. Et aujourd'hui, tu vas nous emmener aux côtés de l'art numérique dans une exposition à la Gaîté Lyrique à Paris. Tout à fait. Actuellement et jusqu'au 6 novembre, eh bien, l'exposition de Sabrina Raté nous propose une balade contemplative et numérique à la Gaîté Lyrique. Eh bien, je vais vous emmener y faire un tour. Mais absolument, on y part avec toi dans un instant. Notre question du jour, enseigner la philanthropie à l'école. Eh bien, c'est oui pour 82% des Français et des Françaises. C'est le résultat enthousiasmant d'un sondage qui paraît pour les 10 ans de l'école de la philanthropie. Oui, vous avez bien entendu, l'école de la philanthropie, un programme pour les 8-11 ans qui amène l'esprit d'entraide dans les salles de classe. Alors que les milliardaires de la Silicon Valley veulent eux aussi, lancer leurs initiatives pour l'éducation. Faut-il croire à ces excès de générosité? Pour en parler avec nous en plateau, Jérôme Salté. Bonjour à vous, Jérôme. Bonjour Marjorie. Vous êtes le président de l'école de la philanthropie, également cofondateur de Playback, inventeur des incollables avec lequel on a beaucoup joué avec Jeanne il y a quelques années seulement, et de Mon Quotidien, co-auteur d'apprendre à apprendre, et de changer le collège tout simplement. En deuxième partie, on sera rejoint par Clotilde Noël, cofondatrice de l'association Tombée du Nid, qui lance son application de proximité pour construire une communauté d'entraide aux enfants en situation de handicap. Tout ça, c'est le programme d'aujourd'hui, mais d'abord, focus. Quand YouTube vous emmène sur les bancs de l'école, ou plutôt à devenir enseignante, c'est le parcours à rebours de Justine de France. Édouard Deneau nous en dit plus sur cette prof pas vraiment comme les autres. Grâce à elle, le Moyen-Âge n'aura plus aucun secret pour vous. Justine de France est derrière la chaîne YouTube La Prof. Son domaine de prédilection, vous l'aurez compris, c'est l'histoire et plus particulièrement le Moyen-Âge. La Prof nous révèle des histoires et des anecdotes qu'on ne retrouve pas à l'intérieur des livres d'histoire géo. Elle propose à ses abonnés une manière différente d'aborder cette matière parfois difficile. Justine de France a fait de sa passion son métier. Elle était déjà vulgarisatrice sur YouTube avant de devenir professeure dans le secondaire. Depuis 2014 et le lancement de sa chaîne La Prof, Justine de France n'hésite pas à se déguiser et à se mettre en scène pour faire passer des contenus pédagogiques parfois complexes. Sa recette est toujours la même, beaucoup d'humour, une touche d'autodérision et énormément de pédagogie. Parmi les cours les plus en vogue, celle d'Aliénor d'Aquitaine, petite fille du premier troubadour, Guillaume IX d'Aquitaine, contribue à diffuser l'art du trobar au-delà des terres du Midi. En effet, elle épouse d'abord le roi de France Louis VII, puis le roi d'Angleterre Henri Plantagenet et reçoit des troubadours dans toutes les cours où elle s'installe. Elle transmet sa passion à ses enfants, qui épousent à leur tour plein de gens importants un peu partout en Europe, et paf, ça fait des troubadours. Avec près de 60 000 abonnés et quasiment 2 500 000 vues, La Prof s'est imposée comme l'une des youtubeuses d'histoire les plus suivies sur Internet. Mais Justine de France ne s'arrête pas là, parce qu'elle a également sorti son premier livre intitulé « La vie quotidienne au Moyen-Âge ». Et ces enseignants, ces enseignantes étonnants sur YouTube, TikTok ou Instagram, on vous les fait découvrir chaque semaine, vous le savez. Allez, on ouvre notre talk avec l'école de la philanthropie tout de suite. Et pour parler de ce très beau mot, la philanthropie, Jérôme Salté, président de l'école de la philanthropie, cofondateur de Playback, l'inventeur des incollables et de Mon Quotidien, est avec nous aujourd'hui. Rebonjour à vous, Jérôme. Rebonjour Marjorie. Alors, l'école de la philanthropie, c'est ce programme étonnant qui s'adresse aux 8-11 ans, qui va s'installer dans les salles de classe pour leur apprendre l'entraide, la vie en collectivité, l'esprit citoyen, le civisme donc. Et elle fête ses 10 ans cette année. Pour ces 10 ans, vous avez souhaité lancer une étude. Et cette étude, eh bien, elle nous révèle d'ailleurs des chiffres étonnants. 62% des Français n'ont jamais entendu parler de philanthropie lorsqu'ils étaient à l'école. Pour 82% d'entre eux, la philanthropie doit y être enseignée. Et puis, c'est un sentiment, il faut le noter, plus marqué chez les femmes, puisqu'elles sont 86% à penser qu'elle doit être intégrée à la scolarité, cette philanthropie, contre 78% des hommes. Est-ce que ce sont avant tout, Jérôme, des chiffres enthousiasmants? On se dit que oui, on a envie de philanthropie.
Oui, ce sont des chiffres qui sont en tout cas très intéressants et très encourageants. En effet, vous dites seulement 78% des hommes, mais c'est déjà 78%. C'est déjà plus des 3/4 des hommes, et en effet un petit peu plus les femmes qui pensent que c'est une bonne idée de s'engager, d'apprendre finalement ce que c'est que la philanthropie et d'apprendre à s'engager. Et donc il y a un contraste qui est assez intéressant entre le nombre de gens qui n'ont jamais entendu parler de philanthropie pendant leur parcours scolaire et de ceux qui pensent que c'est indispensable. Et donc on voit qu'il y a un fossé à creuser, à combler. C'est un peu comme les sondages déclaratifs quand on dit qu'on va voir de l'opéra à la télévision et qu'on regarde des émissions de télé-réalité. Oui, alors je crois qu'il y a quand même en France un vrai désir et une vraie réalité de l'engagement citoyen. Et la philanthropie, c'est l'amour des autres. Hein. C'est vrai que c'est un beau mot. Ouais. Et en réalité, les Français sont des fers de lance de la générosité. Et donc, c'est pas un vœu pieux. En revanche, l'empathie, qui est un sentiment qui est naturel au genre humain, et donc nous naissons tous empathiques, c'est un sentiment qui a tendance à se déliter avec l'âge. Vous savez, c'est un peu comme l'envie d'apprendre. Ouais. Quand on est gamin, on a tous une envie d'apprendre totale, une curiosité parfaite, et puis au fur et à mesure qu'on va à l'école, cette envie d'apprendre se délite un petit peu. Et bien, il en va de même de l'empathie, et c'est pour ça que il faut en réalité susciter, réveiller, entretenir cette empathie, ce désir d'aider les autres, et ça a beaucoup de vertus, au-delà même du fait qu'on aide en effet les autres. Mais c'est intéressant ce que vous dites quand vous parlez de ce sentiment justement d'empathie qui va se déliter avec l'âge, qui est comparable à cette envie d'apprendre à apprendre. L'école de la philanthropie est portée par la Fondation de France, vous êtes aussi agréé par le rectorat de Paris. Et la Fondation Rothschild, agréée par le rectorat de Paris. J'appuie sur le rectorat de Paris parce que l'idée c'est justement d'amener la philanthropie, cet amour des autres, cette envie de citoyenneté sur les bancs de l'école. Oui, alors l'idée c'est de l'amener sur les bancs de l'école pour deux raisons. D'abord parce que c'est en effet une bonne idée d'aider les autres, mais aussi parce qu'en aidant les autres, on fait beaucoup de choses qui sont très utiles pour soi-même. Ouais. Charité bien ordonnée. Oui, alors c'est charité bien ordonnée en effet, mais qu'est-ce qu'on fait en réalité quand on se met à aider les autres? D'abord on s'engage. Ouais. Et en s'engageant, on devient acteur. Et donc, on cesse de subir son parcours, par exemple, son parcours à l'école. Il y a une chose qu'on fait qui est très importante, c'est que si on comprend qu'on a le pouvoir d'aider les autres, on gagne énormément en confiance en soi et en estime de soi, qui sont des ingrédients absolument cruciaux pour apprendre, nécessaires, sans lesquels on ne peut pas véritablement apprendre. Et puis il y a une chose fondamentale aussi, c'est que on s'engage dans un processus de compréhension, au sens presque d'Edgar Morin, c'est-à-dire la compréhension très forte qui est la compréhension de l'autre, de ses besoins, de qui il est, donc la compréhension de moi-même, qui suis-je pour pouvoir aller vers l'autre, l'aider, et la compréhension du monde. Quels sont les problèmes du monde qui justifient que je m'engage pour, au fond, contribuer à leur solution. Donc, si je vous entends bien, pour les enfants, avoir cet apprentissage de la philanthropie dès 8 ans, c'est finalement leur donner un GPS de vie. Oui, c'est contribuer à ce qu'ils construisent eux-mêmes le GPS de leur vie. On pourrait dire ça comme ça. C'est aussi les engager au jour le jour dans leur classe, dans une pédagogie de projet dont on sait qu'elle est très importante, mais dont on sait aussi qu'elle est un marqueur de l'inégalité des chances. C'est-à-dire que dans les classes où il y a une majorité d'enfants favorisés, c'est très facile de s'engager dans des projets parce que c'est facile de monter les projets. Et dans les classes où il y a une majorité d'enfants qui sont plutôt défavorisés, c'est très difficile. Et l'école de la philanthropie propose en réalité aux classes de s'engager dans des projets qui sont eux-mêmes intéressants, cruciaux pour les apprentissages. Oui, parce que vraiment, la façon dont fonctionne l'école de la philanthropie, c'est vraiment d'aller dans les salles de classe auprès des 8-11 ans et de leur proposer des programmes extrêmement concrets pour pouvoir tester leur engagement, leur esprit d'intérêt général, la citoyenneté, éprouver justement dans les actes et dans les mots la façon d'être citoyen. Oui, vous avez raison, ce sont des programmes concrets qui commencent par une sensibilisation,
Qu'est-ce que c'est que la philanthropie? On n'en a jamais entendu parler, donc il faut bien en parler. Donc il y a tout un aspect de sensibilisation, il y a un aspect de choix. Quelles sont les causes qui nous intéressent? Et donc, on part des grands problèmes du monde, finalement, l'environnement, la santé, l'exclusion, la pauvreté, l'accès à l'éducation artistique et culturelle, etc. Et donc, on choisit la cause qui nous passionne, et puis ensuite on s'engage, c'est-à-dire qu'on fait des actions. Et on rencontre des associations, on choisit une association qu'on va aider, et puis on va sur le terrain, par exemple, s'intéresser à des SDF qui parlent pas français pour leur parler dans leur langue d'origine, donc on apprend une langue, ou en tout cas des rudiments d'une langue, ou par exemple apporter à des SDF du matériel d'hygiène qu'ils n'ont pas, et donc en quoi c'est important l'hygiène, etc. Et ça, c'est du concret, du mesurable que les enfants peuvent justement voir tous les jours. En 10 ans, plus de 18 500 enfants ont partagé justement ces savoirs et ces faire, j'allais dire, sur la philanthropie. Ces enfants de 8 à 11 ans, en 10 ans, vous les avez vus changer, vous les avez vus évoluer. On parlait des centres d'intérêt, la santé, l'environnement. Est-ce que depuis, notamment la partie de la pandémie de 2020 et 2021, les moteurs, les drivers d'engagement philanthrope ont changé pour eux? Je dirais que le moteur de fond, non. Mais il s'agit toujours de comprendre les problèmes du monde et de s'engager. Donc ça change pas. Et la volonté des enfants de le faire ne change pas non plus. On la nourrit, on l'aide, on l'accompagne, mais elle change pas. Ce qui change, c'est les focus que propose l'actualité. Et comme vous le dites, pendant 2 ans, on a vécu en période de pandémie. La pandémie, elle révèle qu'il y a des gens qui sont plus éloignés que d'autres, des chemins de réussite. Il y a des gens à la rencontre desquels il faut aller. Par exemple, on s'est rendu compte pendant la pandémie que l'isolement des personnes âgées était dramatique. Et les enfants ont répondu. Et ils ont répondu en allant dans les EHPAD quand ils ont eu le droit. À partir du moment où ils ont eu le droit, ils ont répondu en allant dans les EHPAD pour accompagner les personnes âgées. Et donc, ils ont découvert d'ailleurs que dans un registre de dialogue intergénérationnel, ils se faisaient du bien à tout le monde, à eux-mêmes comme aux personnes âgées. Donc, la pandémie, c'est un contexte qui s'impose, évidemment. On pourrait dire ça de l'Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine fait que, la crise en Ukraine fait que nous accueillons des familles ukrainiennes avec des enfants ukrainiens qui ne parlent pas français. Et il faut les aider et les jeunes sont en rendez-vous. Est-ce que le fait aussi de se dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, ces années 2020 nous montrent qu'il faut être agile, créatif, qu'il faut s'adapter en permanence, ça permet aussi aux enfants de minorer ce fameux sentiment d'éco-anxiété, de peur du futur. Est-ce que la philanthropie, plutôt, c'est un vrai remède à l'éco-anxiété ? Oui, c'est un phénomène qui permet de sortir un petit peu de soi-même, tout en acquérant une meilleure connaissance de soi-même. Et donc, c'est vrai que c'est apaisant. Et on le voit bien d'ailleurs dans le climat scolaire. C'est-à-dire que toutes les classes qui s'engagent dans le programme de l'école de la philanthropie améliorent le climat scolaire de la classe. Pourquoi ? Parce qu'on s'écoute. On apprend à se parler, on choisit ensemble, on s'intéresse aux autres. Et donc, les violences intimes, les problèmes avec lesquels on arrive dans les classes s'effacent au profit d'une plus grande cause et au profit d'un dialogue. Et donc, oui, il y a un apaisement qui est lié à l'action philanthropique de manière générale et à l'école de la philanthropie dans les classes en particulier. S'écouter, réinstaurer le dialogue. Tiens, il y a quelques milliardaires dans la Silicon Valley qui ont aussi envie de réinstaurer le dialogue. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, pour ne citer que. On ne compte plus le nombre d'entrepreneurs des géants et de la tech américaine qui veulent monter leurs initiatives pour l'éducation. On rappelle que dans les épisodes précédents de la Silicon Valley, Bill Gates pour la fondation Bill et Melinda Gates et Reed Hastings via la fondation Netflix avait déjà mené des actions de philanthropie au profit d'initiatives dans le domaine de l'éducation. Quand on voit des Jeff Bezos, des Mark Zuckerberg, des Elon Musk dire que l'élève sera le client, c'est-à-dire qu'ils lancent ces actions philanthropes en se disant les élèves d'aujourd'hui, ce seront peut-être mes consommateurs de demain. Est-ce qu'il faut croire à leurs bonnes intentions et à leur générosité ?
je ne suis pas dans leur tête, donc je ne répondrai pas pour eux. Mais ce qui est vraiment important de dire, c'est que la philanthropie, elle a au cœur le désintéressement. C'est-à-dire que là, je ne suis pas ici en tant que chef d'entreprise. Et je suis là en tant que président de l'école de la philanthropie, et cette action-là, elle fait partie de la mission à but non lucratif de mon entreprise. Vous voyez, ça ne me dérange pas de ne pas vous en dire le nom, vous l'avez dit gentiment tout à l'heure, mais c'est pas le sujet. D'accord ? Donc le désintéressement, il est essentiel à la philanthropie, sinon c'est pas de la philanthropie. Donc je juge pas ce que font Zuckerberg et les autres, mais s'ils sont désintéressés, alors oui, leur action est philanthropique. S'ils ne sont pas désintéressés, elle ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, leur action. Elle peut être intéressante, mais elle n'est pas de nature philanthropique. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, pour moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est que je crois à ce que j'appelle la contribution positive. C'est-à-dire que l'action philanthropique, elle doit arriver en soutien aux politiques publiques et aux politiques en général pour améliorer, pour changer dans le bon sens. Et donc, votre émission s'appelle l'École du futur. Je crois à ça. Je crois qu'il faut changer l'éducation pour aller vers une meilleure éducation. Et sur ce terrain-là, d'accueillir les actions philanthropiques désintéressées qui permettent d'aider le système à aller vers une meilleure éducation, oui, ça, c'est une très bonne idée. On a recalé avec vous les bases même de la définition de la philanthropie. Dans cette idée de philanthropie, il y a aussi l'idée peut-être de s'éduquer à être de meilleurs citoyens et citoyennes. Pour être des bons citoyens et citoyennes, il faut aussi savoir s'informer avec des sources fiables. Ça fait partie, je vais le citer moi pour le coup, de votre entreprise Playback qui édite notamment Mon Quotidien. Mon Quotidien, c'est ce quotidien pour les enfants qui a été créé en 1995, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, en 2022, si vous deviez remonter un journal d'information pour les enfants, vous le referiez de la même façon? Alors, j'ai peur que non. C'est une question que je me pose souvent avec mes deux camarades avec lesquels on a lancé nos journaux quotidiens pour les enfants il y a en effet une vingtaine d'années. Je crois que si on était né 30 ans plus tard, disons, on aurait forcément eu peut-être la même idée de faire des journaux quotidiens pour les enfants, mais on les ferait forcément en digital parce qu'on serait né dans une génération digitale. Et je pense qu'on se planterait. Et on voit que 90% de nos lecteurs ne refuseraient de lire autre chose que la version papier de nos journaux. Et donc il y a un attachement à un accès simple, à un journal papier qui donne l'essentiel de l'actualité en 10 minutes chaque jour. Et ça permet l'ouverture sur le monde, ça permet la curiosité, ça permet tous les apprentissages qui sont absolument indispensables. Et donc, je crains en fait qu'on n'ait pas cette idée de créer un journal papier quotidien pour les enfants. Ça nous paraîtrait absurde et on aurait tort. Il y a beaucoup de titres qui se sont inspirés de Mon Quotidien. Le Petit Libé, par exemple, qui explique l'actualité, et notamment l'actualité brûlante aux enfants, sur les questions de pandémie, de guerre notamment, ou d'attentats, pour ne citer que ces exemples et ces angles-là. Mais pour toucher tous les enfants aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux sont indispensables parce que c'est l'endroit où ils sont. Alors certes, ils n'ont théoriquement pas le droit d'y être avant 13 ans, je le rappelle, c'est l'âge légal pour pouvoir monter un compte sur une plateforme sociale, mais est-ce qu'il n'y a pas un maillage plutôt à trouver entre du contenu numérique et le contenu papier ? Oui, c'est vrai qu'il ne faut absolument pas opposer les deux, et puis tant mieux s'il y a beaucoup d'initiatives, puisqu'en réalité, ce qui est important, c'est que les enfants aient accès à une information de qualité, une information qui privilégie les faits et pas les opinions, et pas la propagande, donc très bien s'il y a une multiplicité d'initiatives, très bien si certaines sont numériques et pas en papier, mais on constate que si nos journaux papier n'existaient pas, ce serait vraiment un manque pour les enfants. Absolument. Ce sont des supports qui servent aussi en classe, notamment, là aussi, pour travailler les sources, l'actualité, comprendre aussi comment on fabrique l'information, comment est-ce qu'un journal est édité. Pour vous, évidemment, Mon Quotidien, c'est une mission d'intérêt général, d'éducation générale.
Oui, vous l'avez très bien dit, on n'est pas citoyen si on n'est pas informé. Alors, c'est un peu comme l'école de la philanthropie en réalité. C'est-à-dire que il faut comprendre le monde pour pouvoir avancer dans le monde. Pour ça, il faut développer sa curiosité et il faut savoir ce qui se passe autour de soi pour être à l'intérieur de son monde et donc pour être un citoyen engagé. La philanthropie, la citoyenneté et l'amour des autres. On continue à en parler dans la deuxième partie de l'École du futur. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète Tech. Et c'est le Zap tout de suite avec Édouard Deniau. De retour sur le plateau de l'École du futur, toujours en compagnie de Jérôme Salté, président de l'École de la philanthropie, cofondateur de Playback pour les Incollables et Mon Quotidien. Rebonjour à vous. Bonjour. Et pour cette deuxième partie d'émission, en duplex, Clotilde Le Noël, cofondatrice de l'association Tomber du nid avec EE à la fin pour tomber, qui lance son application de proximité pour construire une communauté d'entraide aux enfants en situation de handicap. Bonjour Clotilde. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech et on la suit tout de suite. Et Jeanne, avec toi aujourd'hui, on va à la Gaîté Lyrique à Paris, un très joli lieu, évidemment des arts numériques. Et ça tombe bien parce que tu vas nous emmener dans l'exposition de Sabrina Raté. Tout à fait, ce week-end, j'ai proposé à mes copines une petite sortie culturelle. J'ai reçu 7 réponses d'une d'entre elles. Ça a l'air bien, m'a-t-elle dit. Je suis jamais allée à la Gaîté, la honte, avec un smiley qui fait un vilain. Et on le voit, et tu as la preuve. Oui, j'en ai la preuve. J'ai un peu, j'ai flouté le reste de nos conversations très intimes. À quoi je me suis empressée, moi, de ne pas répondre, afin de ne pas faire état du fait terrible que moi non plus, je n'étais jamais allée à la Gaîté Lyrique. Aïe, 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 aïe. J'ai
rejoint l'une de mes deux copines, j'ai laissé planer un doute un petit peu raisonnable quant à ce petit camouflage biographique. Mais alors que je pataugeais dans ce bain un peu malhonnête, je sentais qu'une vraie question cherchait à poindre, et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Pourquoi n'avais-je jamais visité ce lieu qui, depuis 10 ans, prend le pouls de la création la plus actuelle? C'est dingue que des Parisiens comme n'y soient jamais allés, vraiment. On se souviendra notamment de l'incroyable scénographie de Claire Bardenne. Ça avait l'air fou. Moi, je ne l'ai pas vu, mais ça avait l'air incroyable. On le voit à l'écran. Ce lieu, la Gaîté Lyrique, accueille des centaines d'événements, le Paris Podcast Festival et mille autres. Et pourquoi, malgré tout cela, n'y étais-je jamais allée? Le premier élément de réponse qui semblait poindre, c'était peut-être celui-ci. J'avais toujours eu un peu l'intuition, d'un rendez-vous parfois manqué entre expo et art numérique. Mais enfin, pas du tout. Alors moi, je peux témoigner, je l'ai plus d'une fois les Gaîtés Lyriques, j'ai animé plus d'un débat ou d'une conférence d'ailleurs par ailleurs. Pourquoi ce militantisme anti-Gaîté Lyrique? Je ne comprends pas. C'est une bonne ou une mauvaise surprise, cette exposition, d'ailleurs? Alors, c'est un questionnement, plus qu'un militantisme. Okay. C'est pas du tout un militantisme, c'est un questionnement qui part peut-être de cette petit achoppement entre... quand je dis rendez-vous manqué entre expo et art numérique, le premier terme que je dois questionner, c'est le terme exposition. Quand on arrive à la Gaîté, donc dans l'exposition de Sabrina Raté, on peut voir des choses comme celle-ci, où on peut... En fait, il y a un mélange entre des formes actuelles, numériques, auxquelles on est en permanence confronté, et le musée, un lieu attaché au recensement d'une mémoire traditionnellement, où l'on voit dans ces images, en fait, chez Sabrina Raté, une fusion entre les vidéos et le musée. Au sein même de ces œuvres, on voit que les images d'art vidéo reprennent l'architecture du musée, les mises en scène du musée, les cadrages même du musée. Mais cette fusion n'a pas toujours été naturelle. Je m'explique. Allez, un petit tour dans le passé. Petit retour en arrière, dans les années 70, au moment où l'art vidéo commence à intégrer les musées d'art contemporain dans... voilà ce qui avait toujours été jusque-là, le Temple des Muses, le Muséon. Et en Belgique, dans les années 70, une œuvre s'appelle Jardin d'hiver. Elle est signée Marcel Brotars. Et en fait, dans cette œuvre de Marcel Brotars, en fait, il y a l'installation d'un circuit vidéo en boucle fermée sur le spectateur. Ce circuit, il est installé dans ce dispositif profondément 19e qui est le jardin d'hiver, avec ses palmiers, qui rappelle donc les fondations même du musée, très 19e, proprement historique. Et ce que questionne Marcel Brotars avec cette œuvre, où le 19e rencontre l'art vidéo, le présent, c'est le fait que le musée historique disparaît au profit du musée atelier. Dans les années 70, notamment, il y a une explosion de ces musées qui produisent les artistes au moment même où ils les exposent. Et c'est cette proximité entre le musée, lieu, si ce n'est de mémoire, tout du moins de recul, et le présent qu'il programme, présent futuriste à la Gaîté Lyrique, qui pose question. Absolument. Et justement, puisqu'on parlait de questionnement, est-ce que, cette fois-ci, ça y est, l'exposition de Sabrina Raté te semble répondre à cette fameuse question? Peut-être bien que oui. Enfin une bonne nouvelle. Une des raisons pour lesquelles les expositions liées aux technologies du présent échouent parfois peut-être auprès du grand public, c'est peut-être parce que les technologies qui y sont présentées semblent toujours un peu dépassées par rapport au cinéma, par rapport aux plateformes. Parce qu'évidemment que le musée, il ne pourra jamais faire face à ces budgets qui sont absolument monumentaux du grand spectacle. Le milieu de l'art, en fait, on le sent dans cette exposition de Sabrina Raté, on peut regarder la salle du ZAP, que j'appelle comme ça, où on est au milieu d'une salle où il y a un environnement numérique complètement immersif qu'on peut changer en appuyant sur un bouton central. Cette œuvre-là, elle peut faire appel à des œuvres qui sont dans le passé de l'art numérique, comme celle de Jeffrey Shaw, qu'on peut aussi voir, liée à cette omniprésence médiatique. Mais si dans la salle de Sabrina Raté, on a l'impression comme ça de voir un présent un peu déjà passé, qui a lieu depuis les années 90, donc, c'est peut-être parce que justement, c'est cette obsolescence visuelle, cette obsolescence de notre propre visualité qui est en jeu. Et c'est peut-être là que le musée est important. C'est peut-être en ce que le présent y achoppe, en ce que le passé y pointe, toujours un peu, ou en tout cas la réflexion. Donc tu veux dire que même en envisageant le futur, quelque part, le musée doit toujours porter une trace du passé?
Toujours, d'autant plus quand le temps s'accélère d'une façon absolument hallucinante. Les évolutions formelles, elles s'enchaînent de plus en plus vite. Et il y a deux obsolescences qui se confondent de plus en plus. C'est l'obsolescence de la technologie et l'obsolescence du goût, ce qui est assez unique dans l'histoire. Il incombe aux artistes alors de se repencher sur des technologies, même dépassées de peu, pour les réévaluer, pour se pencher sur leur matérialité. Et ainsi, on le voyait dans la salle du ZAP de Sabine Arrate, elle fait appel à des images de notre propre passé technologique, en jouant avec des feedbacks vidéo, en brouillant les pixelisations, en exposant les défauts colorimétriques, comme dans un nouvel impressionnisme, je pense. Et quand, dans son pavillon Alpenglow, qui, au contraire, quand on le voit, semble être sorti du dernier magazine de design, eh bien, même si c'est avec cette actualité-là, eh bien, c'est avec force, jeu de reflets opalescents, de demi-transparence, eh bien, nous donner du recul encore et toujours, pour parler d'un brouillage de limites de plus en plus présents entre les écrans et nous, entre le visuel et le virtuel. Et j'aimerais, dans cette maison de verre de Sabrina Arrate, citer cette merveilleuse phrase, ce merveilleux extrait de Breton dans Nadja qui parlait d'une maison de verre. Je le cite. « Pour moi, je continuerai à habiter ma maison de verre où l'on peut voir à toute heure qui vient me rendre visite, où tout ce qui est suspendu au plafond et au mur tient comme par enchantement, où je repose la nuit sur un lit de verre au drap de verre, où qui je suis m'apparaîtra tôt ou tard, gravé au diamant. » Eh bien, je trouve que ça a une vraie résonance avec ce qu'on peut penser aujourd'hui, nos technologies et nos sociétés d'écran. Et j'en finis là-dessus. Eh bien, ça résonne dans l'œuvre de Sabrina Arrate et ça résonne aussi avec toi dans cette chronique et dans ces mots. Jeanne, merci infiniment pour cette découverte à la Gaîté Lyrique sur les arts numériques. Tu as appelé la salle du Zap le Zap, on va y envoyer Édouard de Nuos. Tout à fait, elle s'appelle pas comme ça. Peut-être d'autres images à trouver justement pour notre Zaptech. Jérôme, je voyais boire les paroles, là aussi, littéralement, de Jeanne. L'art numérique, là aussi, c'est important d'avoir cet apprentissage, cette ouverture des possibles et du goût de l'art pour aussi être des citoyens mieux informés, mieux ouverts sur le monde. Oui, l'enthousiasme de Jeanne est communicatif, c'est vrai, mais au-delà de ça, l'éducation artistique et culturelle, l'accès à l'art et à la culture, c'est aussi un marqueur de l'inégalité des chances. Et donc, tout ce qui permet, via l'école ou à côté de l'école, de favoriser cet accès à l'art et à la culture, c'est essentiel, y compris dans la lutte pour l'égalité des chances. Absolument. L'ouverture à l'art, c'est aussi cette façon de lutter pour l'égalité des chances. Dans un instant, on ouvre la deuxième partie de notre talk et on va vous parler de cette association formidable Tombé du Nid qui lance son application de proximité. Et pour en parler toujours avec nous, Jérôme Salté, Jeanne Dreyfus et surtout Clotilde Noël. Bonjour Clotilde. Bonjour Marjorie. Vous êtes donc la cofondatrice de l'association Tombé du Nid. Vous lancez cette application de proximité pour construire une communauté d'entraide aux enfants en situation de handicap. Si Tombé du Nid s'écrit avec « et » à la fin, c'est parce que cette petite fille qui est tombée du nid, c'est la vôtre. Exactement. Qui est arrivée dans notre nid il y a 10 ans maintenant, qui est porteuse d'une trisomie 21, qui a été le début d'une grande histoire. On avait déjà 6 enfants biologiques, donc on est arrivé sur ce chemin. C'était assez étonnant finalement de se retrouver sur le chemin de l'adoption alors que nous pouvions avoir des enfants naturellement. Nous avons décidé de nous tourner vers des enfants pupilles de l'État porteurs de handicap. Ça a été une grande connaissance pour nous puisqu'on avait, et je pense que vous tous, on est beaucoup malheureusement à avoir une méconnaissance sur ces enfants. Ils ne sont même pas recensés, on ne sait même pas combien ils sont. Mais aujourd'hui, en touchant de près cette réalité, nous savons qu'ils sont nombreux et qu'ils attendent une famille. Donc après Marie, nous avons adopté Marie Garance, qui est porteuse d'un lourd polyhandicap. Et nous avons ensuite adopté Frédéric Moïse, qui souffre d'une pathologie au cervelet. Et cette association, vous l'avez donc montée avec Nicolas
qui est votre époux, Nicolas Noël, évidemment. L'idée de Tomber du nid au départ, c'était donc justement de pouvoir aider les parents d'enfants polyhandicapés ou en situation de handicap à mieux comprendre le parcours, à partager aussi des retours d'expérience, de l'entraide tout simplement. C'est comme ça que l'idée de l'application qui est lancée pour cette rentrée 2022 est née. C'est arrivé en 2 phases. La première chose qu'on a voulu faire, c'est d'abord énoncer ces enfants qu'on nous avait dit dans les services qu'ils étaient non aimables. On s'est dit que la seule chose qu'on pouvait faire à notre niveau, c'est parler d'eux et dire qu'ils existaient. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Tomber du nid. Et à la suite de ça, en fait, ça nous a dépassé une très très grande communauté qui aujourd'hui il y a plus de 80 000 personnes qui nous suivent, se sont rassemblées en fait autour de l'histoire de Marie. Parce que quelque part, ça a fait écho de loin ou de près à leur histoire. Mais il y a une chose évidente, c'est que ça a fait écho à une réalité de société et que quelque part, on la porte tous, cette réalité. C'est ça qui a été très beau. C'est que finalement, avec l'histoire de Marie, ça a permis à beaucoup de personnes de se dire qu'on n'était tous pas étrangers finalement à cette tristesse et à ce manque d'accueil de ces enfants au niveau de l'adoption ou au niveau de leur handicap. Et dans cette communauté qui s'est mise en place très rapidement, il y a eu énormément d'échanges, aussi bien pour des familles qui ont souhaité adopter ces enfants, et puis de familles qui avaient déjà des enfants porteurs de handicap, qui avaient des grosses souffrances déjà sur l'annonce du diagnostic et sur la suite aussi des soins. Et donc, on a commencé à les rencontrer, mais très vite, en fait, les messages nous ont dépassés et on a mis les gens en lien entre eux. Mais on s'est dit qu'au bout d'un moment, il nous fallait l'outil technologique qui nous permettrait de démultiplier ces échanges pour que notre volonté première, c'est que ces familles ayant un enfant porteur de handicap ne soient plus jamais seules dans leurs problématiques, que l'opacité aussi au niveau de tous les circuits administratifs, etc., ils puissent être soulagés. Et puis bien sûr, notre deuxième grande raison d'être, c'est de pouvoir aider à l'adoption de ces enfants-là et de pouvoir accompagner des familles sur ce chemin. Ces parcours si singuliers qui résonnent les uns entre les autres. On l'entend justement avec les familles qui vous suivent. L'idée, c'était donc de transformer l'essai des groupes Facebook ou sur les plateformes sociales, ces groupes d'entraide qui justement permettaient d'alimenter le retour d'expérience pour Tomber du nid, les centraliser dans cette application. Et vous proposez notamment d'avoir recours au crowd timing. Alors, c'est un peu comme le crowdfunding qu'on connaît un petit peu mieux peut-être ici, où on va partager les fonds pour pouvoir faire avancer des produits, des services, des innovations en particulier. Sauf qu'avec le crowd timing, on partage son temps. L'idée, c'était avant tout de mettre en commun ce temps des parents, des aidants, des enfants, des bénévoles, pour mieux justement pouvoir le partager et pouvoir s'entraider tout court. C'est vraiment magnifique la façon dont vous présentez ça, Marjorie. Vous avez vraiment compris le sous-texte, en effet, de tout ça. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est une appli de rencontre, mais plus que la rencontre, en fait, il va y avoir des grandes amitiés, un partage de temps, un partage d'expérience, et c'est ce qui fonde notre humanité. On souhaite, en fait, grâce à l'application, que 2 mondes qui sont étrangers l'un à l'autre, c'est-à-dire il y a le monde du valide et le monde des fragiles, qui s'ignorent pour beaucoup, et pour certains souhaitent une rencontre, mais il y a beaucoup de peur parce qu'il y a des méconnaissances. Donc nous, grâce à l'application, en fait, chacun a sa place. Et ça, c'est vraiment le grand message, on va dire, assez novateur que porte Tomber du nid, c'est que notre association, bien sûr, on veut protéger, on les appelle ces poussins, on veut protéger tous ces enfants porteurs de handicap, de l'adoption à la naissance, tout le parcours de vie, en fait. Mais on souhaite que dans ce nid, tout le monde ait sa place. Et je suis intimement persuadée que c'est la vraie valeur d'une société qui se dit inclusive. Et justement, en parlant de sa société inclusive, ça nous ramène à la première partie de conversation qu'on avait avec vous, Jérôme, sur la philanthropie. Quand vous écoutez le parcours de Clotilde, de sa famille, de ses enfants singuliers qu'elle a souhaité accompagner, notamment avec ses autres enfants et avec son époux sur ce parcours de vie, vous vous dites que c'est une application directe de la philanthropie dont on parlait tout à l'heure. Oui, d'abord, je me dis que je suis pétri d'admiration. Et ensuite, oui, je pense que
tout ce qu'a raconté Clotilde à l'instant, c'est une incarnation de tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que chacun ait sa place dans le nid. On pourrait, si on pousse un petit peu, c'est que chacun ait sa place dans le grand nid de l'humanité. Et donc, chacun, ça veut dire que chaque enfant, dans le cas de l'école de la philanthropie, il a sa place dans le nid quand il mérite d'être aidé, accompagné, reçu, ce que fait Clotilde avec son mari de façon absolument exemplaire, mais aussi sa place en tant qu'aidant, c'est-à-dire cherchant à comprendre les besoins de l'autre, les facteurs d'exclusion, les problèmes du monde, comme on le disait tout à l'heure, et mettant en œuvre son pouvoir d'aider les autres. Donc que chacun ait sa place dans le nid, c'est une belle image. Ouais. Et quand vous écoutez justement Jérôme ici en plateau, Clotilde, vous dites que ce nid dans lequel chacun a sa place, il est aussi fait pour les aidants et les bénévoles qui voudraient vous rejoindre. Il y a aussi un enjeu de formation via l'application pour que les aidants qui voudraient là aussi pouvoir rejoindre ce nid et avoir leur place pour aider ces enfants singuliers puissent le faire dans de bonnes conditions. Oui, vous avez totalement raison, Marjorie, parce qu'en fait, bien sûr qu'on souhaite cette société réellement inclusive où chacun a sa place, mais il faut être accroché à une réalité et aider l'autre dans la justesse de l'être, le fait d'être dans la justesse, de pouvoir aider l'autre, surtout quand il y a beaucoup de souffrance, eh bien, il faut être accompagné. Et donc, nous, notre plus grand travail, bien sûr, l'interface de l'application, et j'espère que tous ceux qui nous écoutent vont pouvoir aller la télécharger puisqu'elle est totalement gratuite et elle se trouve sur l'Apple Store, disponible. Vous verrez que l'interface est vraiment très belle, mais c'est pas un site de rencontre. Il y a un énorme travail, ce qui nous a valu 3 ans de travail sur la mise en place de formation, d'e-learning, de suivi, d'accompagnement au quotidien des bénévoles, puisqu'on a besoin de les suivre aussi sur le terrain, qui nous fassent un retour de ce qui se passe, bien sûr les belles rencontres qu'ils vont faire, mais évidemment on est accroché à une réalité et nous-mêmes très particulièrement avec ce qu'on vit dans notre famille, il va y avoir aussi des choses évidemment douloureuses et il faut qu'on soit là en appui pour ces bénévoles. C'est hors de question pour nous en fait de sortir de l'isolement des familles qui ont besoin d'aide et de mettre finalement quelque part dans l'isolement les bénévoles. Il y a des personnes qui sont tout feu tout flamme et qui veulent aider, c'est très chouette, mais il faut que cette flamme, elle perdure et qu'elle soit alimentée. C'est intéressant ça aussi ce que nous dit Clotilde Jérôme, parce qu'il y a en effet des réalités dans la philanthropie, dans l'entraide, dans l'action de terrain auxquelles il va falloir se confronter. Est-ce que les enfants auxquels vous apprenez cette philanthropie, ils sont prêts ? Oui, alors il y a une autre chose qui est passionnante dans ce que dit Clotilde, c'est que pour aider les autres, il faut être aidé. Oui. Pour accompagner, il faut être accompagné. Et le réseau de bénévoles qui existe aussi dans l'école de la philanthropie et qui est très important, eh bien, il est là pour accompagner dans les classes les projets de l'école de la philanthropie, mais il faut aussi l'accompagner, ce réseau de bénévoles, parce que il faut apprendre à accompagner, apprendre à aider. Donc, oui, enfin, tout ce que dit Clotilde, je le bois, comme vous le disiez, parce que je trouve à la fois que c'est merveilleux et tout à fait emblématique. Je sens que Tombé du Nid va rejoindre les associations portées par l'école de la philanthropie. Ouais, je ne serais pas du tout étonné que Tombé du Nid fasse partie désormais des associations que nous mettons en lumière quand on propose aux enfants de choisir en effet une cause. Oui. Bon, en tout cas, si vous souhaitez le faire, vous savez comment faire, Jérôme. Vous allez directement sur l'application Tombé du Nid qui est disponible sur l'Apple Store, mais aussi sur Google Play, me semble-t-il, Clotilde, dès à présent. Le numérique et l'application, pour vous, c'était le trait d'union idéal pour pouvoir, encore une fois, être le catalyseur de cette envie des aidants de pouvoir être au plus près des enfants et de leurs familles. Et pour les familles, de trouver des aidants adaptés, justement, pour leur démarche et pour ce qu'ils vivent au quotidien. Alors oui, vous avez raison, on a vraiment réfléchi à l'outil informatique, surtout qu'à la base, c'est pas ma matière première, mais en fait, c'est toujours dans une réalité de terrain que nous avons éprouvé chez nous. On a eu des personnes en très grande détresse qu'on a même hébergées sur notre toit, des femmes qui n'avaient rien. Qui avaient un sac poubelle avec tous leurs problématiques administratifs, un enfant sous le bras et du coup on s'est rendu compte que par contre elles avaient un téléphone. Elles avaient un téléphone, pas seulement un 10 touches, mais un téléphone, et elles savaient
même si certaines ne parlaient pas français ou avaient du mal à s'exprimer, elles savaient télécharger une application. Donc en fait, on a voulu donner la chance à tout le monde en se disant que c'était quelque chose qui était très intuitif pour chacun, que tout le monde savait faire en fait. Et l'avantage de cette application, en étant très intuitif, permet en effet... alors l'avantage aussi de l'application, c'est qu'on voulait que ça soit géolocalisé, parce qu'on veut la force de la vraie rencontre. Les plateformes, c'est très bien, les sites internet, c'est très bien, mais moi, je vais vous dire, même moi, à mon niveau, je n'ai jamais été sur un site internet pour aller chercher des informations quand j'ai été dans des très grandes galères, et je pèse mes mots, sur les soins que je pouvais apporter à mes enfants. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des amis d'amis qui m'ont permis de téléphoner, et j'ai été à la pêche aux infos comme ça. Et moi, j'aime bien reprendre l'image des tribus africaines, et je pense qu'il faut qu'on en revienne à là, où on avait toujours une mère, une grand-mère, une sœur qui était dans la transmission. J'aime énormément ce terme de transmission, et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, on est très isolé parce qu'on manque à tous les niveaux. Il n'y a pas que seulement au niveau du handicap, il y a aussi quand on est enceinte et qu'on accouche pour la première fois. Il y a un manque de transmission qui est en train de se mettre en place, bien sûr, de plus en plus. Alors cet outil, ça a été la géolocalisation pour la force de la rencontre. Il faut se rencontrer, il faut se voir en vrai. Une vidéo, une visio, ça a ses limites, surtout quand on souffre beaucoup, quand on est très seul. Et puis, cette idée qui avait germé avant le Covid, vous imaginez à quel point elle s'est démultipliée dans nos équipes et qu'on a voulu encore plus proposer cette application, qui est pour nous, en fait, pour moi en l'occurrence, le plus beau cadeau que je peux faire à une maman, parce que personnellement, je suis dans une grande sororité au niveau des femmes, et je me dis que la belle solidarité des femmes, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais notre nid accueille aussi des papas oiseaux, parce qu'il ne faut pas les faire sortir de cette paternité. Beaucoup ne sont pas... nous, on voit dans notre communauté que beaucoup sont courageux, ils sont restés. Il ne faut pas dire que toujours les papas partent, ou les papas sont des lâches. Et on veut les remettre à la lumière. Ils ont besoin, eux aussi, de partager avec d'autres papas. Et beaucoup ont un parcours de vie assez incroyable et souhaitent le partager aussi à leur niveau. Clotilde, merci infiniment pour avoir remis au centre cette tribu de l'entraide et de la philanthropie. Merci infiniment. On vous retrouve sur le site Tombedini et désormais l'application de l'association qui est disponible pour pouvoir justement partager vos actions et ces actions de bénévolat. Merci infiniment, Jérôme. Je vous ai vu très ému pendant le témoignage de Clotilde. On vous retrouve avec l'école de la philanthropie dans les écoles pour les 8-11 ans, pour les 10 ans à venir encore. Ah oui, et plus. Merci beaucoup. Merci Jeanne, comme toujours, pour tes enquêtes de l'art. Et on se retrouve nous dès demain pour un prochain épisode de l'École du Futur.